Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Pierre Tchernigov, qui est président de l'ALMA, et qui va nous parler des tensions qui existent entre l'agisme, la maltraitance, non pas la maltraitance, quelle horreur, mais les maltraitances, et la situation de Covid-19. Pendant longtemps, on a cru que les maltraitances n'étaient que des faits individuels qui n'intéressaient donc que des rapports interpersonnels. Et on s'est rendu compte, en travaillant cette question, que les maltraitances pouvaient être institutionnelles. Et donc, deux questions vont vous être posées. La première, c'est pourquoi parler non pas d'une maltraitance, mais de toujours les penser au pluriel et de voir ce que Alma fait par rapport à elle. Et puis la seconde question sera sur les maltraitances institutionnelles ayant trait au Covid-19. Alors, merci d'abord de cette invitation qui fait honneur à la fédération. Et merci aussi de commencer par ce pluriel de maltraitance dont la fédération a fait un enjeu de positionnement, puisque nous avons changé de nom et nous sommes passés de la lutte contre la maltraitance à la lutte contre les maltraitances. Ce pluriel, cette diversité, c'est tout simplement une reconnaissance de la multitude des situations avec des causes différentes, avec des mécanismes différents, avec des conséquences différentes, et je dirais peut-être surtout avec l'appel de réponses qui ne sont absolument pas stéréotypées. Et donc, on a besoin d'abord de nommer cette diversité, de la reconnaître, et puis derrière, il y a évidemment besoin d'un système de classement, disons d'une typologie si on veut faire savant, qui nous aide à comprendre dans une situation donnée quels sont les facteurs qui sont vraisemblablement à l'origine ou qui l'influencent. Et puis d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire de plus utile, de plus efficace dans cette situation-là. Et je pense que là, on est vraiment au cœur d'une réflexion collective qui touche d'ailleurs aussi bien les maltraitances faites aux adultes vulnérables que celles qui concernent les enfants. Donc voilà, euh, votre deuxième ou votre sous-question numéro un, c'était qu'est-ce que la fédération fait là-dedans. La fédération, comme vous savez, c'est une association entre une plateforme téléphonique nationale qui est professionnalisée et qui reçoit des appels tous les jours de la semaine, y compris dans les fins de semaine, qui essaye d'attester à partir de ces appels qu'il y a bien une situation de maltraitance possible derrière. Et puis, à partir de là, au sein de la fédération, il y a un réseau d'une cinquantaine de centres locaux. La plupart sont en effet des centres ALMA qui reçoivent ces appels pour les personnes qui habitent le département, pour les victimes qui habitent le département en question, et qui vont d'abord établir un lien, établir une confiance, essayer de comprendre la situation, et puis une fois que cette espèce d'état des lieux est brossé, qui va chercher à faire des propositions à la personne qui nous appelle, la victime ou quelqu'un d'autre, avec l'objectif d'essayer de faire cesser ces maltraitances. Euh, je dis souvent, mais je sais que vous ne le répéterez pas, la fédération ne fait pas grand-chose. La fédération reçoit des appels et elle essaye d'inciter ces appelants à établir des contacts avec des professionnels, des services ou d'autres personnes, des proches. Il y a aussi derrière la conciliation. Ça fait partie, je pense, des solutions possibles. Et donc, on a finalement un rôle un peu d'intermédiaire. Alors, ça paraît peut-être négligeable, hein, mais il faut garder en mémoire cette idée que sur
d'après l'Organisation mondiale de la santé, sur 100 situations de maltraitance avérées, il y en a vraisemblablement moins de 5 qui sont l'objet d'une alerte et d'une prise de contact avec des professionnels ou des services. Donc réduire ce 5%, enfin accroître ce 5%, si on y arrive, c'est pas tout à fait négligeable. Alors, votre deuxième question parlait et le Covid dans tout ça. Et il se trouve que au cours des mois que nous venons de traverser, nous avons été un peu à la fois confortés et surpris. Confortés parce que s'agissant des maltraitances portant sur des personnes vivant chez elles à domicile, on a vu leur fréquence, on a vu les alertes pour ces situations-là augmenter. Je pense qu'en 2020, cette croissance était de l'ordre de 6%, ce qui est beaucoup. Enfin, en tout cas, ce qui est beaucoup pour nous. Alors, on s'est trouvé conforté parce que lorsqu'un lieu de vie privé devient un lieu clos, devient un lieu d'enfermement, ça ne surprend personne que les tensions qui s'y expriment soient exacerbées et que les phénomènes de maltraitance soient majorés. Et donc, que même si le reflet qu'on a de ces situations est imparfait et indirect, un surcroît d'appel. Donc ça, c'est pas très surprenant. Ça fait partie des choses qu'on aurait pu prédire. Ce qui nous a un peu plus surpris, c'est que dans le même temps, on a constaté que les appels issus de personnes vivant dans des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux, ces appels-là ont connu au contraire un retrait. Alors, ce retrait nous a beaucoup perturbés, parce que pour qui rencontrait des connaissances, lisait les journaux ou regardait les médias, constater que des personnes vivant dans des établissements perdaient leur liberté de circulation, que ces personnes voyaient leur vie restreinte, leur vie sociale fortement restreinte, que même les aides auxquelles elles pouvaient accéder pouvaient se trouver amoindries. Si ça n'est pas de la maltraitance, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, on était absolument convaincus d'être rentrés dans une phase de forte tension chez les personnes vivant en établissement, dans le sens d'une aggravation des maltraitances. Et puis, paradoxalement, dans ce contexte-là, moins d'appels. Alors, moins d'appels. Alors d'abord, moins d'appels pendant quelques semaines, parce que au bout d'une phase de 4, 6, 8 semaines, ces appels issus d'établissements ont repris, et même avec une sorte de rebond. Faut peut-être que je dise qu'on était on était rentré depuis le début de l'année 2019 dans une phase de forte augmentation des alertes venant des établissements médico-sociaux. Bon. Et donc voir dans cette courbe ascendante une chute, ça nous a perturbés. Ce phénomène-là, on l'a interprété, on a 3 hypothèses pour l'expliquer. La première hypothèse, elle est toute simple. Qui nous appelle? Ce sont les familles qui rendent visite à leurs proches, et ce sont les professionnels des établissements qui sont perplexes de voir le service qu'elles essayent d'apporter se trouver altéré. Et donc, ces personnes-là, autant les familles que les professionnels, on peut admettre que dans cette période de confinement, où les familles n'étaient plus admises dans les établissements et où les professionnels avaient des contraintes extrêmement fortes du point de vue de leur charge d'aide et de soins,
on peut comprendre que mécaniquement, moins d'interlocuteurs, moins d'alerteurs égale moins d'appels. Donc ça, c'est une explication mécanique, simple et qui est probablement vraie. Une deuxième réflexion quand même, sur toute cette période, hein, si on regarde la parole portée par les pouvoirs publics sur ces situations et le retentissement de cette épidémie et de ce confinement sur la population, on a entendu clairement, 5 sur 5, un message d'attention porté aux maltraitances chez les enfants, qui ont été très bien mis en valeur, enfin, dont la dangerosité a été très bien mise en valeur. On a entendu 5 sur 5 un discours public sur le risque qui a été confirmé d'aggravation des violences faites aux femmes. Mais chercher un message, chercher un discours public sur l'aggravation des violences et donc des maltraitances chez les personnes vulnérables, vous n'en trouverez pas. Ni chez les personnes âgées, ni chez les personnes en situation de handicap, pour prendre les deux groupes. C'est sans doute réducteur de parler comme ça, mais les deux groupes d'adultes qui sont bien identifiés comme victimes de ces maltraitances. Donc cette parole publique trop rare, alors on ne peut pas dire que c'est la cause, mais on peut dire que ce silence a probablement conforté une situation qui existait par ailleurs. Et puis enfin, la dernière hypothèse, et c'est peut-être la plus intéressante, c'est que cette, cette suspension, enfin cette suspension partielle, hein, il y a quand même eu beaucoup d'alertes, mais cette absence d'accroissement à un moment où on l'attendait, où on avait les raisons de penser qu'elle devait se produire, euh, euh, peut-être peut-on l'interpréter comme le fait que cette situation, cette privation de liberté, cette tension psychologique, notamment sur les résidents, je pense que ça s'inscrit dans toute une série de constats sur la dégradation de la santé mentale de la population dans cette période, pour lequel on a beaucoup de témoignages, d'enquêtes, de multiples chercheurs. Je pense que les maltraitances psychologiques en font partie. Alors, peut-être qu'une explication, peut-être qu'une hypothèse serait que cette situation-là n'a pas été identifiée comme une forme de maltraitance et qu'elle a été identifiée plutôt comme étant une espèce de conséquence, certes désagréable, mais tout de même d'origine infectieuse, d'origine virale, et pour lequel vraisemblablement il n'y avait rien à faire. Et donc, finalement, tout le monde a bien vu qu'il y avait eu ces enfermements, ces confinements, ces négligences, mais la plupart des témoins potentiels, a fortiori des victimes, euh, ont considéré que ça faisait partie de l'épidémie et qu'il n'y avait pas lieu d'apparenter cette expérience à des maltraitances. Voilà, donc je pense que c'est une manière de nous rappeler, vous l'avez dit très justement, que les maltraitances institutionnelles euh, n'ont pas une ancienneté dans la conscience qu'on en a très importante, que les classifications internationales sur lesquelles on s'appuie, celles du Conseil de l'Europe, celles de l'ONU, ne parlent pas de maltraitance institutionnelle, le concept n'existe pas. Les maltraitances sont nommées par leurs conséquences, par les dommages qu'elles provoquent, mais pas du tout par les mécanismes ou les causes qui sont à l'origine. Et donc je pense que cette expérience, c'est finalement une incitation et euh, pour quelqu'un comme Robert Moulias qui avait particulièrement investi cette question des maltraitances institutionnelles, qui en avait approfondi les causes et les mécanismes, je pense que cette expérience-là, finalement, ne l'a pas surpris
et que il avait la grille de compréhension dont on a besoin pour y faire face. D'aucuns pourraient dire que pendant cette période de Covid, on a préféré la protection de la vie à la protection de l'existence et des libertés. Mais ce qu'il y a d'important à souligner en vous entendant et en vous écoutant, c'est que les maltraitants sont toujours mailles à partir avec le silence. Et que les maltraitants sont toujours mailles à partir avec l'inconscience. L'inconscience de ce que l'on fait, l'inconscience des injonctions paradoxales, l'injonction à un moment de ce qui est le plus important, de ce qui est essentiel. Et dans la période qui se termine, où est la nôtre, eh bien peut-être qu'il faut arriver à être, le terme est souvent galvaudé, mais résilient. Comment ceux qui travaillent sur la maltraitance peuvent proposer une amélioration des pratiques au sein des institutions qui sont des institutions de soins médico-sociales et sociales. Mais je crois que vous avez dit l'essentiel, euh, c'est parlez-en. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à une maltraitance, parlez-en. Parlez-en avec d'autres que vous qui sont témoins de cette situation. Parlez-en avec la victime. Parlez-en avec son entourage. Parlez-en avec les professionnels qui la constatent avec vous. Et ce que nous constatons dans les centres qui font partie de la fédération quotidiennement, c'est que la parole est déjà elle-même un début de solution. Je ne vais pas faire de la psychologie à bon marché parce que je n'ai pas la compétence voulue, mais on sait bien que les situations de violence sont des modes d'expression d'un défaut de communication et qu'on devient violent parce que c'est une manière de dire ce qu'on n'a pas pu dire autrement, très souvent, ce qui n'est pas une excuse, mais ce qui est une compréhension. Et donc, le fait que la parole ait un rôle d'atténuation, sinon de résolution, je pense que ça va de soi. Donc, en parler, c'est vraiment la première réaction, le premier réflexe. Ça peut être une parole privée entre proches, entre professionnels. Ça peut être une parole plus organisée, sous forme d'alerte, reçue par des services qui sont équipés et formés pour recevoir ces alertes. Ça peut être saisir des institutions quand c'est nécessaire, et c'est nécessaire de temps en temps. En tout cas, je suis convaincu et je vous suis sans aucune hésitation pour penser qu'en effet, la parole joue un rôle absolument majeur dans les réponses à apporter à ces situations. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître, il faut revenir au point de départ, les maltraitances. Les maltraitances, ça veut dire une extraordinaire diversité de situations dont on ne peut pas imaginer à aucun moment que ni les causes, ni les mécanismes, ni les solutions ne soient univoques. Et donc, je dirais que c'est là où les praticiens, fut-ils bénévoles, de la lutte contre les maltraitances, doivent intervenir. C'est-à-dire que il y a dans ces situations un temps d'analyse et de compréhension. On ne peut pas imaginer instantanément, au vu d'une alerte reçue par écrit ou par téléphone, on ne peut pas imaginer en quelques instants, en quelques minutes, avoir la compréhension de cette situation, tout simplement d'abord parce que les témoins ou les victimes ne s'expriment pas instantanément. Rapporter dans une alerte une situation qu'on vit depuis des mois ou des années, c'est pas une démarche qui se fait en quelques instants. C'est une démarche qui nécessite du temps, qui nécessite un climat de confiance. Vous ne parlez pas de votre vie privée à quelqu'un
surtout nous, à la fédération, dans les centres où nos échanges sont presque exclusivement des échanges téléphoniques. Vous ne racontez pas au téléphone des choses assez intimes de votre vie personnelle sans avoir le sentiment que vous avez un interlocuteur bienveillant, respectant votre parole, respectant votre confidence, et qui va plutôt essayer de vous aider plutôt que de vous enfoncer. Alors, cette confiance-là, c'est un temps, ça prend du temps, hein. La confiance n'est pas instantanée. Euh, et donc, il y a vraiment tout un processus d'analyse, d'identification de la situation, de ces mécanismes, de ces facteurs favorisants, pour proposer des situations qui cherchent à y répondre. Je crois qu'il n'y a pas de réponse stéréotypée. Et le travail qu'avait entrepris Robert Moulias à ce sujet d'établir, avec le conseil scientifique de la fédération, d'établir une vaste typologie des maltraitances, comportait justement cet effort d'identifier dans chaque type de situation qu'est-ce qui a des chances de marcher et qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Écoutez, merci infiniment pour ces mots. Il faut que toute prise en charge, on parle, quand on fait de l'éthique en santé ou de l'éthique médicale, de la différence entre l'individualisation d'un traitement avec l'individuation des soins. Et en fait, en termes de maltraitance, c'est finalement le même chemin. L'individuation des soins, c'est de faire en sorte que les soins fassent sens dans la vie de la personne et puissent participer à son propre récit. Et il me semble que toute lutte vis-à-vis de situations de maltraitance, toute action, tout comportement, doivent avoir pour objet de redonner de la puissance au sujet sur sa propre existence. Et donc, je vous remercie véritablement de nous avoir donné du temps. C'est bien excessivement précieux. Et je vous remercie, Monsieur Pierre Chesnic. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.